Je sais ce que tu veux. Ouais, je sais ce que tu veux. Tu ne veux absolument rien manquer de la tournée américaine de tennis. Alors abonne-toi juste ici, mon très cher Goth. On a l'US Open, hein, attention, en ligne de mire. Carlos Alcaraz qui flop, trop de hype. Ou est-ce normal? On va se poser la question dans cette vidéo. La performance incroyable de Kyrgios face à Medvedev et le grand retour de Nadal. C'est le programme subliminal de votre nouveau digest de Montréal. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Carlos Alcaraz qui flop hier soir face à Tommy Paul. Alors est-ce grave? Trop de hype peut-être? Je sens un certain vautour qui sont là, qui sont prêts à sauter sur la couenne de Carlos Alcaraz en se disant les médias en ont trop fait, trop de hype, il est surcoté, etc. Attention, hein, il faut savoir raison garder, mais une stat quand même intéressante, hein, relayée par l'excellent Vanche. Donc regardez, hein, Carlos Alcaraz en 2022 jusqu'au titre à Madrid, 28 victoires, 3 défaites. Il était à 8-2 contre le top 10 et 4 titres, impressionnant. Et depuis ce titre, on a eu une petite cassure. Alors rien non plus de dramatique, hein, mais le match contre Ramos Viñolas à Roland Garros, pour moi, a vraiment symbolisé quelque chose. Hein. On a vu pour la première fois des faiblesses dans le jeu de Carlos Alcaraz, des petits doutes aussi. Donc on le voit, hein, en vert, depuis lors, 14 victoires, 5 défaites. Il est à 0-2 contre le top 10, 2 finales perdues et 2 défaites consécutives pour la première fois. Et comme l'écrit Vanche en violet, hein, juste à côté de moi, ce sont des étapes nécessaires, hein, chez un jeune joueur d'avoir ces petits plateaux de progression, ces moments de doute. Il a simplement 19 ans à Carlos Alcaraz, peut-être qu'on en attend trop monts et merveilles de la part de la pépite espagnole. Lui, en tout cas, il a exprimé juste après son match quelque chose qui est très rare, hein, de la part des joueurs professionnels. Ce sont des doutes, hein. C'est son compte officiel en jaune. C'était la première fois que je n'arrivais pas à gérer la pression, et ça c'était particulièrement palpable, hein, lors de cette rencontre. Alors ça peut lui arriver, hein, de s'agacer lors de ses parties, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais là on sentait quelque chose de supplémentaire, de différent. Je dois être prêt, hein, à avoir cette pression, dit-il, à vivre ce genre de moment et apprendre à la gérer. Ça fait partie du process, hein. Les meilleurs joueurs de l'histoire de l'humanité sont passés par là. On peut penser à Roger Federer. Il y a aussi peut-être, hein, ce problème de comparaison avec le Big Three pour Carlos Alcaraz. C'est un joueur différent, c'est un process différent, et c'est aussi une époque différente, hein. On va pas se mentir, hein. Le début des années 2000 n'a rien à voir avec la décennie 2020. Il y a beaucoup plus de porosité désormais avec les critiques, avec les réseaux sociaux. On enchaîne justement, hein, la pression. Eh bien Nick Kyrgios la boit actuellement. Mon jeu sous pression et ma confiance n'ont jamais été aussi haut. On va détailler, hein, sa victoire face à Daniil Medvedev d'ici quelques instants. En vert, ça fait un moment que je serre et retourne bien, donc je me suis dit que j'allais faire service volé sur quasiment chaque point. On va l'analyser, hein, dans le coin tactique. En bleu ciel, j'ai le sentiment que mon jeu sous pression et ma confiance n'ont jamais été aussi haut dans ma carrière. Et en jaune, j'aurai une semaine off avant l'US Open, donc j'ai besoin de capitaliser au cours des 2 prochaines semaines, qui sont primordiales en termes de points. Pour l'instant, il n'est pas encore un tête de série à l'US Open, donc ce sera un grand danger pour lui, mais également pour les autres. Sur Twitter, d'ailleurs, juste après la victoire de Nick Kyrgios hier soir, je tweetais ceci: Nick Kyrgios rend le tennis fun et facile comme trop peu de joueurs l'ont fait ces 20 dernières années. Federer, sinon qui d'autre? Je vous pose la question dans les commentaires, hein. Dites-moi, est-ce que vous voyez un joueur de ces 2 dernières décennies à rendre le tennis aussi fun? On va revenir, hein, d'ici quelques instants sur l'affreux Jojo australien, mais d'abord quand même, hein, il y a un coup de gueule à passer, je trouve, hein. Medvedev dehors, Alcaraz dehors, Tsitsipas dehors la nuit dernière pour la première fois dans un Masters 1000 depuis Indian Wells en 1999. Il y a 23 ans, les têtes de série du top 3 sont toutes battues lors de leur match d'ouverture, et c'est ça le problème du tennis, c'est ça le problème actuellement, c'est que quand on n'a pas de Djokovic, quand on n'a pas Nadal comme cette semaine à Montréal, eh bien la nouvelle génération n'assure pas, ils perdent vite, on les retrouve pas sur les derniers stages des tournois, en demi-finale, en finale, et je pense que le public a besoin de ces nouvelles rivalités. On a envie de voir des Medvedev Tsitsipas, des Zverev Tsitsipas, des Alcaraz Tsitsipas, et là malheureusement on en est privé. Je vous montre du coup rapidement les joueurs qui restent à Montréal. Alors oui, il y a du Kyrgios, c'est sympa, Hurkacz, Ruud, pourquoi pas, on a Auger-Aliassime et Sinner qui progressent très bien et qui sont de plus en plus constants, la Monf, ça fait zizir, on a Evans qui a complètement satellisé Rublev la nuit dernière avec ses spams de slice. Rublev il est là, mais c'est quoi ces slices en fait? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, on enchaîne, nous sommes au pas de charge et on a une exhibition sympathique qui a été annoncée juste avant l'US Open, et regardez, hein, on aura Nadal, on aura Goff, Alcaraz, Fernandez, Swiatek, Fritz, Aliassime, Pegula, Berrettini, Azarenka, point d'exclamation, et d'autres joueurs comme John McEnroe pour collecter des fonds, 2 millions de patates, et sensibiliser le monde à l'Ukraine. Alors moi j'aurais bien vu, je vous le dis, hein, tout de suite, un Medvedev Djokovic
Ça aurait eu de la gueule, à vous. On enchaîne avec la dernière info et regardez-moi ce bel âtre. Qui est-il? C'est Rafael Nadal, évidemment. Alors je vois plein de trucs qui vont pas sur cette photo. La rampe qui est complètement rouillée, il est à 10 cm de la flotte, les pompes qui sont pas lacées. Rafa, tu joues avec ta peau. En tout cas, il s'est annoncé à Cincinnati la semaine prochaine. Le Messi est de retour. Parce que sinon, de qui on parle? De Nori? Hors de ma vue, Cameron, va des rétros, Satanas. On enchaîne avec le coin tactique et le premier match qui va nous intéresser, c'était le choc de la journée entre Nick Kyrgios et Daniil Medvedev. Alors, un premier aspect tactique qu'on a tout de suite vu dans cette rencontre, c'est le service côté égalité. On casse le poignet, on vient ouvrir les angles parce que Daniil, il est dans les bâches, on le sait depuis des années. Donc c'est très utile de faire un petit service ici, court croisé à 170, 175. On monte et on fait du service volé. Deuxième palette dans cette partie et les coups de poker de la part de Nick Kyrgios. Ici, vous le voyez, il va suranticiper et notamment sur la première balle adverse. Ça a payé dans cette rencontre. Il est à 25% de points remportés sur la première adverse face à Daniil Medvedev. Lui, à contrario, le russe est à 18%. Alors, c'est risqué, forcément, si Daniil s'est roté, t'es sur la balle, t'as juste à mettre la raquette en opposition et elle repart dans la direction opposée. Par contre, là, tu peux te prendre des aces quand même, donc tu ouvres la voie avec cette suranticipation, mais ça a plutôt bien payé. Un très bon Kyrgios hier avec beaucoup de concentration. Moi j'ai trouvé que c'était franchement assez admirable. C'est le Kyrgios 2.0, c'est le Kyrgios concentré. Par contre dans le tie-break, alors ici on va avoir un service kické, la balle va arriver ici et puis il va se plaindre, il va complètement tilt, il va satelliser une balle un peu plus tard dans le tie-break. Il va dire, tenez-vous bien, le rebond, qu'est-ce qui se passe? Il est beaucoup trop haut, je suis à l'intérieur du court et je dois frapper la balle au-dessus de ma tête, alors que lui surabuse des services kickés, notamment contre Bay sur le tour précédent. J'adore. Mais le schéma tactique qui a fait la différence, et ça me fait plaisir, ça me touche vraiment très profondément, c'est le service volé. On est au total à 27 sur 43 à la volée pour Nick Kyrgios, au moins les 2 tiers de service volé, et aussi sur deuxième balle. Et c'est là où il est intéressant, je trouve très percutant, c'est qu'il fait son petit service à 170, 165, kické, un service qui prend du temps avant d'arriver de l'autre côté. En plus, Daniil étant très loin, on a le temps de monter, on a le temps de déposer une volée relativement simple ici sur le côté ouvert, et c'est, je trouve, précisément là ce qui fait la différence de son côté à Nick Kyrgios. C'est pour ça qu'il est sur une série extrêmement vertueuse. Il y a le comportement qui est mieux, même s'il y a encore des craquages, on l'a vu dans le time-break, puis on le voit à quasiment tous ses matchs, invectiver son clan. Ici, notamment sur cette séquence, on a le côté grinder, il va faire le break dans la troisième manche avec un super passing de revers croisé. Medvedev à la volée qui se demande ce qu'il fait là, c'est pas son habitude. Dans tous les cas, un match remarquable, j'ai trouvé de la part de Nick, un peu fatigué, du coup on essaye d'abréger les échanges, on fait du service volé sur première, sur deuxième, on profite de la position reculée de Daniil Medvedev. Alors peut-être qu'il se souvenait du match contre Cressy à l'Open Australie où Medvedev s'était simplement ajusté à la toute fin. En tout cas, je trouve que Daniil commence à avoir des problèmes avec les gros serveurs alors qu'il avait l'habitude de les broyer. Deuxième match et une question en fil rouge, est-ce qu'il y a trop de hype sur Carlos Alcaraz? On va répondre à cette question d'ici la fin de la vidéo. Alors déjà un petit mot sur Tommy Paul qui a été impressionnant de relâchement, de fluidité, d'agressivité dans la deuxième manche et dans la troisième. Franchement moi j'ai trouvé extrêmement percutant. Regardez ce joueur, il est très facile, très fluide, il rappelle à certains égards Nick Kyrgios. Donc ici dans cette séquence on va avoir une énorme merguez flambée au retour et puis deuxième coup de raquette, la petite amortie qui fait mouche. Assez vite néanmoins on a senti les problèmes arriver pour Carlos Alcaraz et notamment son service, sa deuxième balle qui n'a pas du tout été respectée par Paul, qu'il a attendu à 1 mètre à l'intérieur du court, qui a renvoyé des petites pépites long de ligne avec son revers, juste en opposition la raquette. Paul qui a 53% de points remportés sur la deuxième balle adverse, et ça aussi c'est un problème, c'est les adversaires désormais de Carlos Alcaraz qui connaissent son jeu, qui l'ont étudié, ses faiblesses ont été exposées notamment par Ramos Vinolas à Roland Garros, et la donne est en train de changer. Un autre problème pour Carlos Alcaraz actuellement, on l'a vu contre Zverev, on l'a vu également lors de nombreuses occasions, Ramos Vinolas bien sûr, c'est sa tendance à surjouer, à forcer notamment son coup droit. Alors il le prend trop devant et en plus il veut frapper tellement fort que ça demande une précision et un timing absolument exceptionnel. Ici par exemple il va envoyer une gigantesque bâche parce qu'il est trop loin de la balle. Alors oui il va avancer dans la balle mais ça va être à contre-temps. Il termine la rencontre avec 33 coups gagnants, 48 fautes directes. Il a beaucoup trop arrosé dans les moments importants. C'est un joueur habituellement qui prend son destin entre les mains sur les points décisifs, les points importants, les balles de break, etc. Il reste agressif, mais là on sent, on voit qu'il
qu'il a du mal à contrôler sa puissance de feu. 7-6, 4-1 dans cette rencontre, on se dit c'est dans la poche, et puis Paul va s'accrocher, Paul va être remarquable, mais aussi surtout Alcaraz va perdre sa confiance. Ici, l'amorti dont on a parlé en début de rencontre, elle va être totalement ratée, forcée, pas dans le sens forcément du jeu, et ça aussi c'est quelque chose qu'on note chez Alcaraz de temps en temps ces dernières semaines, c'est qu'il peut complètement s'effondrer au niveau de la confiance, alors qu'au printemps il était absolument intouchable dans ce secteur. Et Paul qui a été bon je trouve à ce niveau-là, c'est qu'il a su appuyer sur les petites faiblesses d'Alcaraz, il a cru en ses chances, 52% de ses coups lors des rallyes dans le deuxième set par exemple ont été joués à l'intérieur du court. Ici vous le voyez, un petit service volé sur deuxième balle pour faire écho à ce qu'on a dit sur Nick Kyrgios, la volée facile ici pour un joueur aussi facile que Tommy Paul. Alors la réponse à la question, est-ce qu'il est surcoté Carlos Alcaraz? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi non, pour moi c'est tout à fait normal ce plateau de progression, il va devoir apprendre à gérer cette pression, ce nouveau regard aussi, il est deuxième à la race, alors là il a complètement explosé, il profite aussi du nerf actuellement qui est un petit peu faible avec des joueurs qui sont décevants, qui ne respectent pas leurs standards, ou en tout cas ce qu'on attend d'eux, et je dirais même en fait que c'est peut-être la partie de sa carrière la plus intéressante désormais à suivre, de voir comment il va sortir de cette petite période assez délicate, même si les résultats restent tout à fait corrects, retrouver sa confiance, arrêter de forcer sur certaines séquences du match, et puis également ne pas tilter, ne pas paniquer quand les choses ne tournent pas dans son sens. Ça va être fascinant à suivre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, il y a trop de hype, est-ce qu'il va se ressaisir? J'ai hâte de vous lire. Et on bascule sur la reco du jour, 2 matchs à ne manquer sous aucun prétexte ce soir. Alors bien sûr, le Nick Kyrgios demi-nord, ce sera à 21h sur le Center Court, et puis j'aurai un œil attendri sur le Memphis Draper à 1h du mat. On ne se respecte pas, on se retrouve d'ailleurs demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez des abricots, c'est la saison.